Merci. Le théorème de caractérisation exponentielle, je vous le réécris pas puisque vous devez avoir tout le reste de l'équipe. Il consiste à deux sens. Si f tend vers quelque chose, si f tend vers L, lorsque x tend vers A, et que vous remplacez x par une seule un qui tend vers A, alors f de un est une suite qui tend vers L. C'est tout bêtement ce qu'au lycée, on appelle, au lycée, c'est le sens qu'on appelle la composition de limite. Et alors je vous avais dit qu'on le ferait dans le cas où A et L sont réels, c'est ça il me semble. Si f de x tend vers L lorsque x tend vers A et un tend vers A lorsque L tend vers l'infini, avec A et L réels. On écrit les deux phrases qui sont quel que soit epsilon strictement positif, il existe état strictement positif. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à V, si x est proche de A, alors f de x est proche de L, et quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel un est proche de A. Vous faites une dernière fois le coup par la J, évidemment, les deux epsilon n'ont aucune raison d'être les mêmes, n'est-ce pas? Donc là, je vais mettre un epsilon 0, et là, je vais mettre un epsilon 1. Et alors, c'est très très simple à comprendre. Lorsque n est plus grand que un certain rang, un est proche de A. Et lorsque x est proche de A, alors f de x est proche de L. Mais il suffit d'enchaîner les deux. Il suffit de prendre la deuxième ligne, de sorte que un soit proche de A, au sens où un moins A va être inférieur à epsilon 0. D'ailleurs, on va prendre état égale à epsilon 0. De sorte que ces deux phrases, du moins ces deux phrases seront les mêmes lorsqu'on posera x égale un. Et ici, on aura que f de un moins L sera inférieur à epsilon. On est d'accord? Donc je fixe soit epsilon strictement positif fixé. On écrit, on pose epsilon 1 égale epsilon, ce qui fabrique un état, puis epsilon 0 égale état. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, un moins A est inférieur ou égal à état. Donc, f de un moins L est inférieur ou égal à epsilon. Redisons ce qu'on a écrit. Soit epsilon strictement positif. J'ai oublié d'écrire, il existe un 0, tel que. Ce que je vous ai écrit là, c'est précisément le fait que f de n converge vers L. Ceci pour tout epsilon. F de n converge vers L. C'est d'accord? Le deuxième sens, en revanche, est beaucoup plus difficile.
Alors, tout d'abord, le deuxième sens, je vous avais dit que je le ferais dans quelle situation, monsieur? L réel et A égale plus l'infini. D'accord. Le deuxième sens est beaucoup plus difficile. En fait, le deuxième sens, il sera mis dans le programme. Néanmoins, je veux quand même vous montrer un peu ce qui se passe, hein, pour que vous compreniez en quoi c'est beaucoup plus difficile. Alors, l'autre sens, là je vous le réécris. L'autre sens, c'est si f vérifie que pour toute suite Qn d'éléments de V. Je vous rappelle que la fonction elle est définie sur l'ensemble que j'ai appelé V pour voisinage. Qui converge vers, non, diverge vers A, puisque c'est diverge vers B. Alors, f de un converge vers L. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à L. Voici ce que je dois maintenant vous démontrer. Alors, l'énorme difficulté est la suivante. L'énorme difficulté, c'est que là, l'hypothèse, c'est qu'on regarde f, non pas pour tous les réels x, mais pour certains réels qui constituent la suite Qn. Mais oui, mais l'ensemble des réels, on ne peut pas l'écrire sous forme d'une suite d'éléments. Pourquoi? Je vous le dis de manière informelle. Mathématiquement, ce que je vous dis a un sens. Un sens un peu difficile que je ne vous prouve pas. En fait, combien y a-t-il de termes d'une suite? Autant qu'il y a d'entiers. Puisque une suite, c'est quoi? Ben, vous avez un terme pour n égale 0, vous avez un terme pour n égale 1, un terme pour n égale 2, etc. Donc, dans une suite, il y a autant de termes qu'il y a d'entiers. Et ouais, mais là, l'idée, ce serait donc arriver à recouvrir tout l'ensemble des réels avec les termes d'une suite. Mais ce n'est pas possible, parce que le nombre de réels est strictement supérieur au nombre d'entiers. Ce que je vous dis là, c'est très informel, parce que je suis en train de comparer deux infinis. Le nombre d'entiers, c'est un nombre infini, évidemment. Le nombre de réels, c'est un nombre infini. Eh bien, on peut donner un sens très précis, parfaitement clair, à ce que je vous dis de manière informelle. Il y a beaucoup plus de réels que d'entiers. Ainsi, vous ne pouvez pas espérer, je vais vous écouter, vous ne pouvez pas espérer obtenir une suite UN telle que tous les entiers sont un des éléments de la suite UN. Et c'est ça le gros souci. C'est ça le gros souci, c'est que si on arrivait à faire ça, eh bien, on fabriquerait cette suite et tout X s'est créé sur la forme UN. Mais c'est impossible. Ce qui remplace ça, c'est que l'hypothèse n'est pas vraie pour une suite, mais l'hypothèse doit être vraie pour toute suite. Ainsi, oui, si vous autorisez à prendre une infinité de suites, vous arrivez à recouvrir tous les entiers. Avec tous les réels. Avec une seule suite, vous n'y arrivez pas, mais avec toutes, vous arrivez à recouvrir. C'est ça un peu l'idée qu'il y a derrière, oui. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a autant d'entiers relatifs que d'entiers naturels? Parce que, en fait, si vous voulez, la question que vous posez, elle est nettement plus simple à porter. En fait, on en parlera dans un chapitre ultérieur, qui s'appelle le chapitre sur les dénombrements. Dire que deux ensembles ont le même nombre d'éléments, c'est arriver à fabriquer une bijection entre les deux ensembles. Vous arrivez à fabriquer facilement une bijection entre les entiers naturels et les entiers relatifs. Par exemple, à tous les entiers pairs, vous associez un entier, et à tous les entiers impairs, vous associez un entier négatif. Là, vous fabriquez la bijection. Et donc, il y a autant d'éléments dans N que dans Z. De même, on arrive assez facilement à fabriquer une bijection entre les entiers et les rationnels P sur Q. Assez facilement. C'est moins facile, mais on y arrive. Et c'est aussi à reporter. En revanche, on prouve qu'on ne peut pas fabriquer une bijection entre les entiers et les relatifs. Et les réels. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il y a plusieurs infinis. Et pour être honnête, il y a une infinité d'infinis. Oui. Ah, les complexes, c'est le même nombre que les réels. Il n'y a pas beaucoup de complexes.
Non, la question c'est entre les entiers et les règles. Ça par contre c'est une autre question. Bon, c'est déjà suffisamment dur comme ça. Ça c'est un endroit c'est très dur, on va pas non plus. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Pourquoi ça va être difficile? Parce que je ne vais pas arriver à dire X, je peux le remplacer par un terme de UN. Par une suite UN. Alors, ça en fait, je vais le faire par la contraposée. Par la contraposée. Si il est faux de dire ça, alors la phrase là-haut est fausse. C'est ça que je vais prouver. Je vais partir de l'hypothèse que f ne tend pas vers L, ne converge pas vers L. Et je vais prouver que la prémisse est fausse. Mais alors, prouver que la prémisse est fausse, déjà il faut s'accrocher, parce que ça signifie que cette phrase est fausse. Cette phrase, elle a été écrite pour tout de suite. La négation de ça, ça commence par il existe une suite. La négation de pour tout, c'est il existe. D'éléments de V qui divergent vers un plus infini, mais tel que f de n ne tend pas vers L. Voilà ce que je vais devoir prouver. Je vais devoir fabriquer, montrer l'existence d'une suite d'éléments de V qui tend vers l'infini, mais tel que f de n ne tend pas vers L. Oui. Eh bien, parce que tout à l'heure, l'hypothèse, c'était que c'était vrai pour tout x. Non, pardon, l'hypothèse tout à l'heure, c'était ça. C'était vrai pour tout x, a fortiori, c'est vrai pour tout un. S'il y a plus de x que de un. Là, maintenant, le problème, c'est qu'il y a moins de x que de moins de un que de x. En fait, passer de là à là, c'est passer d'un énorme infini à un infini assez petit, enfin, bon, un infini plus petit. Passer de là à là, c'est passer d'un petit infini à un gros infini. Voilà. Alors, on va donc devoir fabriquer une suite d'éléments de V. Hein. Le fait que ce soit des éléments de V, ne vous mettez pas dans la tête, c'est simplement pour que f de n existe. Ouais. C'est un peu bizarre comme question. C'est quoi l'infini? Je vous répondrai dans une infinitude. C'est ce qui n'est pas fini. Tout simplement. C'est ce qui n'est pas fini. Et c'est quoi ce qui est fini? C'est ce qui est un bijection avec un bout d'entier. Un bout d'un ensemble entier. Alors, vous allez dire que je botte en touche, mais franchement, ça c'est un chapitre qui est déjà pas mal difficile. Et l'infini, on va en parler dans un chapitre sur le dénombrement. Donc je préfère ne pas répondre à vos questions et y répondre dans le chapitre d'évolution des figures. Et oui, mais c'est des questions difficiles, rigolotes, intéressantes, rigolotes. N'hésitez pas à la poser, mais dans le chapitre de dénombrement. On suppose que ça c'est faux. C'est-à-dire que il existe un epsilon, donc A c'est des plus infini. Il existe un epsilon structurel positif, tel que pour tout A appartenant à R, il existe un X appartenant à V, tel qu'on est X plus grand que A, et ce que je préfère en prononcer mais, alors mais c'est pas un mot-clé, et f de un est loin de réel L. F de un est hors du tube, c'est-à-dire d'une manière un peu plus mathématique, hors d'un voisinage. Voilà. F de x, pas f de x. Voilà. J'ai ça. Attention, dans cette phrase, c'est très rare dans notre pratique. Le epsilon, il y en a un seul maintenant. Hein. Je vais considérer cet epsilon. C'est assez rare. Dans notre pratique, on a plutôt souvent une epsilon quelconque. D'accord? Soit cet epsilon fixé, je n'écris surtout pas quelconque, il n'a rien de quelconque. Hein. C'est
très inhabituel. Très quelconque. Là, il est pas du tout quelconque. Et alors, il faut que je fabrique une suite. Regardez, je vais écrire cette phrase. Cette phrase, je peux l'écrire pour tout entier A. Pour tout réel A. Ben, je vais l'écrire pour A égale N. Soit N appartenant à N. On écrit ceci pour A égale N. Cette phrase fabrique ici un élément X de V. Ce X, je vais le noter UN. Le X ainsi fabriqué est noté UN. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de construire pour tout entier N un élément UN. Je viens de fabriquer une suite U. Cette suite U vérifie. Une hypothèse alimentaire, ce sont les éléments de V. Sans quoi, je dirais n'importe quoi. Elle vérifie également que les UN sont supérieurs à A, c'est-à-dire que UN est supérieur à N. Et elle vérifie en fait que F de UN moins L est supérieur à epsilon. Elle vérifie ces trois assertions. Regardez ce que je dois prouver. Je dois fabriquer une suite d'éléments de V. C'est fait. Qui diverge vers plus l'infini, UN étant plus grand que N, par le théorème des gendarmes, du moins dans sa version infinie, UN va tendre vers l'infini. Tel que F de UN ne tend pas vers L. Mais F de UN, c'est toujours en dehors du tube. Comment vous voulez qu'elle tende vers L? Une suite d'éléments de V qui divergent vers plus infini, tel que F de UN ne tend pas vers L. Et c'est fini. Je l'illustre avec un dessin et après j'écoute votre question. L'illustration, elle est là. Je fais un dessin sur lequel je ne dessine pas l'axe des abscisses. Ça veut dire que je veux dessiner tout en bas l'axe des abscisses. Ça va être la gouttière du tableau. D'accord. Je vais dessiner mon tube. Pour une fois, c'est un tube fixé. Alors si après sur le dessin, ça ne se voit pas. Hein. La phrase qui est là, elle vous dit qu'il y a des X autant à droite qu'on veut qui sont hors du tube. Ça vous dit, la phrase qui est là, elle vous dit que F ne reste jamais dans le tube. Il y a toujours des moments où elle sort du tube. La phrase qui est là, elle vous dit que votre fonction F, elle fait je ne sais pas quoi, elle ondule, elle oscille, le tas que vous voulez, mais il y a toujours des moments où elle sort du tube. Et ceux-là, à vitam aeternam, aussi loin qu'on aille. En fait, ce que nous sommes en train de fabriquer, ce sont des éléments qui vérifient quelque chose comme ça. U0, il va être, je ne sais pas où, quelque part par là, mais tel que F de U0 soit en dehors du tube. U1, il va être quelque part par là, tel que F de U1 soit en dehors du tube. U2, il va être quelque part par là. F de U2 va être en dehors du tube. U3, U4, U5. Voilà. De sorte que les F de UN sont toujours en dehors du tube. Nous sommes d'accord? Je n'ai pas pu dessiner au tableau. J'ai pu dessiner au tableau cette ligne. Je n'ai pas bien. UN appartient à V. Bon, je vous fais le dessin avec une fonction qui n'a aucune valeur interdite, donc ça c'est les soucis. Et je n'ai pas bien dessiné au tableau le fait que les UN sont supérieurs à N. Alors en vrai, je vous ai dessiné au tableau quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Je vous ai dessiné une suite UN qui est croissante vers tout celle-ci. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc au tableau, ça se dessine mieux. Voilà. Nous sommes d'accord? Voilà, les preuves exigeantes. La plus grosse difficulté, quand même, c'est à comprendre que le composé, c'est bien ça. Hein. Le composé, c'est bien ça. J'ai pas compris, mais je comprends pas comment on a réussi à
En fait, on a fabriqué la suite terme à terme. On a fabriqué U0, puis on a fabriqué U1, puis on a fabriqué U2. On fabrique une suite en fabriquant une suite terme à terme. C'est un procédé de fabrication de suite que nous avons déjà utilisé dans ces exercices sur les suites implicites. Il n'y a pas de formule explicite pour U1. Et c'est pas grave, on a quand même à voir comment elle se comporte. Oui. Grand A, il vous dit que grand A, il correspond à la chose suivante. Aussi loin que vous alliez vers la droite, vous trouverez toujours un X un peu au-dessus qui casse les pieds. Même si vous allez au-delà de 2, il y aura un nombre qui casse les pieds, j'appelle 2. Même si vous allez au-delà de 3, il y aura un terme, je l'appelle 3, qui cassera les pieds. Même si vous prenez n égale 300 milliards, c'est vachement loin là-bas, et c'est pas grave, il y aura un x, que j'appelle un n 300 milliards, qui est un poil plus loin et qui casse encore les pieds. C'est d'accord? Voilà. Et alors, on a payé cher parce que c'est une démonstration difficile, mais regardez le gain qu'on va avoir. Exemple d'utilisation. Qu'est-ce que va être le grand 2? Vous allez voir. Grand 2, théorème sur les limites. Petit 1, passage de l'inégalité large à la limite. Vous voyez, je vous avais dit que le petit b, je vous le dirais. Là, il y avait le petit b, là. Je vous avais dit que c'est pas grave, c'est des fois que je vous le dis. Théorème. Soit f et g de fonctions de b la valeur en R, telle que ce que vous voulez, mon Dieu, c'est votre cahier. Vous écrivez toutes les bêtises que vous voulez sur votre cahier. Ça, c'est mon tableau, j'écris mes bêtises. Alors, le théorème de passage d'inégalité large à la limite, il vous dit tout simplement que si petit f tend vers petit l, donc que x tend vers a, et petit g tend vers grand L lorsque x tend vers a, et quel que soit x appartenant à V, f de x est inférieur à g de x, alors petit l inférieur ou égal à grand L. Ou, je vais quand même le préciser, ou petit l, grand L et A sont des éléments de R bar A, V étant un voisinage de A, éventuellement privé de A. Et alors, ce théorème, il faut que vous ayez conscience d'un truc. On va le prouver en 3 lignes, mais ce théorème cache 27 versions. Alors, pas tout à fait, j'exagère un petit peu, mais vous allez comprendre. Parce que, là, je vous écris que f tend vers L lorsque x tend vers A. Je viens de prononcer f de x tend vers, je n'ai pas dit converge vers. C'est volontaire, parce que si j'avais dit converge vers L, j'aurais interdit à L d'être à l'infini. Je ne veux pas l'interdire. Il peut être égal à l'infini.
De même, j'ai dit lorsque x tend vers A. Si j'avais dit lorsque x converge vers A, j'aurais restreint le théorème au cas réel. Pas du tout, c'est pas du tout le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce théorème, il a 3 possibilités pour petit l, 3 possibilités pour grand L, et 3 possibilités pour petit a. Petit l peut être, du moins sur cette ligne, moins l'infini plus l'infini moins réel. Petit a, pareil, et grand L, pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, je vous ai écrit 27 théorèmes. 3 versions pour petit l, 3 versions pour grand L, 3 versions pour petit a, ça fait 3 fois 3 fois 3, 27. Alors certes, vous pouvez dire, oui, mais si petit l vaut plus l'infini et grand L vaut moins l'infini, ça c'est pas possible. C'est vrai. En fait, il n'y a pas vraiment 27 versions. Mais bon, déjà, le fait que A ait 3 possibilités, c'est crucial. Hein. En fait, il n'y a pas 27 versions, je crois qu'il faut en enlever. Il faut enlever les cas. Il faut enlever le cas où L est plus infini et grand L est en réel. Il faut enlever quelques cas. Enfin bon, il y a quand même pas la queue de théorème qui sont écrits en 3 lignes. Et on va le démontrer en 3 lignes aussi. On va le démontrer en 3 lignes grâce au théorème précédent. Parce que la disjonction de cas, elle est à l'intérieur de la preuve du théorème précédent. Maintenant, je vais utiliser le théorème de caractérisation séquentielle. Preuve. F de x tend vers petit l, donc par caractérisation séquentielle. F de un tend vers petit l pour une suite, tout de suite U de points d'éléments de B qui tend vers A. De même, G de UN tend vers grand L. Et alors, regardez. J'ai ça. J'ai ça. Et comme F est plus petit que G, j'ai un plus, F de UN inférieur à G de UN. Par passage de l'inégalité large à la limite, petit l est inférieur à grand L. Il y a une petite subtilité à comprendre. Je ne suis pas du tout en train de vous arnaquer. Il y a une petite subtilité à comprendre. J'utilise le théorème de passage de l'inégalité large à la limite pour prouver le théorème de passage de l'inégalité large à la limite. Il n'y a pas d'erreur logique. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Par le théorème de passage de l'inégalité large à la limite, des suites. Là, j'ai deux suites qui vérifient que l'une tend vers petit l, l'autre tend vers grand L, et que l'une est inférieure à l'autre. Le théorème de passage de l'inégalité large à la limite, on l'a déjà démontré. Donc on peut utiliser. Nous sommes d'accord? Voilà, 27 démonstrations en quelques lignes grâce à ce théorème très puissant qu'est la caractérisation séquentielle. Ok? Notez que vous pouvez vous atteler à faire la démonstration de ce théorème avec les phrases de définition. Ce n'est pas une démonstration difficile. C'est super long, mais c'est pas difficile. C'est d'accord? Voilà, ce théorème, quand on peut l'utiliser, c'est bien. En fait, si vous êtes attentif, vous pouvez voir que je n'ai pas utilisé le théorème complet de caractérisation séquentielle. Je n'ai utilisé qu'un sens, lequel? À ce stade, je n'ai utilisé qu'un sens. Le théorème de caractérisation séquentielle, il est vrai. C'est une équivalence. Si f tend vers L, alors f de un tend vers L. Et RCP recommence. Si f de un tend vers L, alors f de x tend vers L. Je n'ai utilisé qu'un sens. Le premier sens.
Voilà, j'ai utilisé que le premier sens. Le sens facile, hein, entre guillemets. J'ai utilisé le sens que f de x tend vers L, donc f de un tend vers L. Je n'ai pas eu besoin de la réciproque. Ok? En fait, là j'ai écrit pour tout de suite U, mais il me suffisait d'en prendre une bien choisie. On est largement suffit. Voilà, alors, quelques remarques sur ce théorème. Il est fait simplement oralement, avant de faire le deuxième grand théorème. Les remarques sont les suivantes. La première remarque, je l'ai déjà faite, c'est que en fait, ce théorème n'a aucun intérêt lorsque, par exemple, grand L est plus infini. Comme pour les suivants. Ou lorsque petit L vaut moins l'infini. Il reste vrai, donc il n'y a aucun intérêt. La deuxième remarque, qui est plus sérieuse, c'est que ce théorème ne nécessite pas vraiment cette hypothèse. La notation V, c'est l'ensemble de définitions de petit f et de petit g, de f et g. Mais il surviendra que f et g ne vérifient pas cette inégalité sur tout V. C'est pas grave, il suffit que f et g vérifient cette inégalité, non pas partout, mais au voisinage de A. C'est-à-dire sur un intervalle qui est grosso modo centré en A. Par exemple, si vous voulez utiliser l'inégalité large à la limite, lorsque x tend vers 0, vous moquez d'avoir une inégalité pour tout réel. Il suffit d'avoir une égalité, par exemple, sur moins 1. D'accord? Si vous voulez utiliser le passage de l'inégalité à la limite, lorsque x tend vers plus infini, vous vous moquez de ce qui se passe sur les réels négatifs, par exemple. Il suffit d'avoir une égalité pour les réels positifs, voire pour les réels plus grands que 10. Voire pour les réels plus grands que 834, au voisinage de A. Le deuxième théorème, c'est le théorème des gendarmes, avec ces 4 versions, comme pour les suites. La version Caronin, théorème, soit maintenant f, g, h, 3 fonctions de v à valeur dans R, telles que limite, lorsque x tend vers A, de f de x égale petit l, limite, lorsque x tend vers A, de g de x égale petit l, le même petit l, et petit 3, quel que soit x appartenant à V, f de x inférieur, je me suis trompé là, g de x inférieur à h de x. Alors, limite lorsque x tend vers A de g de x égale petit l. Avec la même remarque sur petit l et a sont des éléments de R bar par des faibles. D'accord? Même chose, si vous voulez démontrer ce théorème sans la caractérisation séquentielle, ça se fait parfaitement, mais il y a plein de cas à étudier. Alors, c'est pas vrai. Il y a 3 possibilités pour A et 3 possibilités pour L. Il y a 9 cas à étudier. Alors qu'avec la caractérisation séquentielle, vous pouvez vous contenter d'écrire une seule fois. Soit U, une suite d'éléments de V qui tend vers A. Alors,
f de un tend vers petit l, h de un tend vers petit l aussi. Quel que soit n appartenant à grand N, f de un et h de un escorte g de un, encadre g de un. Alors, par le théorème des gendarmes sur les suites, g de un tend vers petit l lorsque n tend vers l'infini. J'ai oublié, je ne l'ai pas écrit, je préfère vous l'écrire. Si vous ne l'avez pas écrit, c'est pas grave. Par caractérisation séquentielle. Bien sûr, ce non plus, vous pouvez l'utiliser, bien sûr. Je viens d'écrire le point final de cette démonstration. C'est pas vrai, je vous montre un peu. Elle n'est pas tout à fait finie. Il y a un dernier truc à dire. Je n'ai pas conclu. J'ai oui, quand même. Le sens indirect du coup. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas conclu ça. En fait, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai utilisé le critère de la caractérisation séquentielle pour transformer l'énoncé sur les fonctions en énoncé sur les suites. À ce stade, j'ai donc conclusion sur les suites. Il faut que je le transforme en conclusion sur les fonctions. J'ai donc à nouveau besoin du critère de caractérisation séquentielle, mais dans l'autre sens. À nouveau, par la réciproque, je vais vous écrire par la réciproque du théorème de caractérisation séquentielle. Sauf que la réciproque, elle nécessite une nouveauté par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Le sens direct, il est, on a un résultat pour les fonctions, je prends une suite et j'en déduis un résultat sur les suites. La réciproque, il faut dire que ce résultat sur les suites marche. Ceci pour toute suite d'éléments de V. Je vous de pas cher. Hein. Je vous de pas cher parce que j'ai fait pour une suite quelconque. Enfin, il faut en avoir conscience. Il ne suffit pas de faire pour une suite pour que ça marche. Alors que là, il suffisait de faire pour une suite. Alors que là, il suffisait de faire pour une suite. Là, j'ai mis pour toutes. Et je ne l'ai pas écrit, je vous l'ai dit, je vous l'ai fait. Il aurait suffi de prendre une suite. Là, non. Il faut impérativement utiliser la réciproque, donc il faut impérativement avoir conscience que ça marche pour toutes les suites. Ce qui est le cas. Hein. Voilà. C'est d'accord? Et alors, on prouve de même, je ne vais pas vous fatiguer à les écrire, petit b et petit c de version infinie. Petit b version plus infinie, petit c version moins infinie. C'est la même chose. Si vous avez besoin de montrer que G tend vers plus infini, il suffit de la minorer par une fonction qui la pousse vers l'infini.
Si vous avez besoin de prouver que G tend vers moins l'infini, il suffit de la majorer par une fonction qui la descend jusqu'à moins l'infini. Comme pour les suites. Et la démonstration est rigoureusement la même. Vous sommes d'accord? Est-ce qu'il est nécessaire que je vous l'écrive ou c'est bon? Bon, je pense que c'est bon. Au pire, si vraiment vous avez un souci, vous me posez la question, bien sûr. Sinon, c'est écrit sur le polygon. Par contre, la version valeur absolue, elle est à dire, je préfère vous l'écrire, parce que celle-là, elle est nouvelle. Bien que très simple. Théorème. Si G tend vers 0 lorsque x est vers A, et l'encadrement est remplacé par f de x en valeur absolue égale à g de x. Alors, f de x tend vers 0 lorsque x est vers A. Voilà. Il suffit d'écrire f de x coincé entre g de x et moins g de x et d'appliquer petit a. Faites attention à un point, cette version en valeur absolue ne marche, je l'ai écrit en jaune, ne marche que pour la limite nulle. Exactement comme pour les suites. Comprenez-moi bien, hein. A, on s'en moque, il peut être tout et n'importe quoi. C'est f qui tend, f ou g qui tend vers 0 lorsque x tend vers 1. C'est celui-là de 0. A, ça peut être en plus infini, moins infini, 1, 12, c'est pas grave. C'est petit l qui doit être égal à 0. La version est un exemple d'utilisation. Le produit d'une fonction bornée et d'une fonction qui converge vers 0 est une fonction qui converge vers 0. Ce résultat ne doit pas beaucoup vous surprendre, on l'a déjà démontré pour les suites. D'ailleurs, pour les suites, on l'a fait de manière directe. On n'a pas fait avec le théorème d'Ackermann. On aurait pu. Pourquoi? On a appelé H1 celle-là. Et une fonction H2 qui converge vers 0. Qu'est-ce qu'on peut dire pour tout x appartenant à V de H1 de x fois H2 de x? Qu'est-ce que je peux faire? On met la absolue. Je n'ai pas appris assez de place. La valeur absolue de ce produit, c'est le produit de la valeur absolue. Et puis, H1 est borné et H2 tend vers 0. Qu'est-ce que je fais de H1? Qu'est-ce que je fais de H2? De valeur absolue de H1 et de valeur absolue de H2. H1 est borné. Qu'est-ce que je peux dire?
que la valeur absolue elle est majorée. Donc je la majore en valeur absolue par M. Et H2, je la garde parce que H2 tend vers 0, valeur absolue de H2 aussi, fois une constante, ça tend vers 0. Voilà, ceci, ça tend vers 0, parce que ça tend vers 1. Par le théorème des gendarmes en version valeur absolue, la fonction qui est à gauche aussi. Vous êtes d'accord? Tout bêtement. C'est bon? Ça nécessite une éclairage. C'est bon, tout le monde? Il faut préciser que M c'est la portion. Non, pas du tout. H1 est borné. C'est donc équivalent au fait qu'en valeur absolue, H1 est majoré. Peu importe que la valeur du majorant soit optimale ou pas. C'est une constante. Une constante fois magique qui tend vers 0, c'est la valeur. Ok. Il n'y a pas besoin de préciser que M il est au supérieur à Ah ou si, égal à avec M, un majorant. Notons M, un majorant de valeur absolue de H1. Si, bien sûr. Si. Non, ce que j'étais en train de vous dire, c'est peu importe que ce soit la valeur supérieure ou pas, c'est un majorant.